C'est le début de cette nouvelle partie qui commence tout de suite. Bon visionnage. Je me rends compte que je suis plutôt stressé, malheureux, lorsque j'ai des idées qui tournent en tête, que je réfléchis trop. Et je commence, dès que je commence, dès qu'il y a par exemple, je perçois quelque chose, ça me génère une idée, et tout d'un coup, paf, ça passe dans mes mains, je prends des outils, je fais. Et alors là, je me sens l'homme le plus complet du monde. Et je me dis, je suis vraiment grave un homo faber. Et j'aime bien, moi, les expériences de pensée, c'est-à-dire quelque chose qui peut s'apparenter à un outil dans la vie de tous les jours pour tester, pour jouer. Et dire, quand il y a quelqu'un qui m'énerve, en fait, qui c'est chez moi? C'est qui, ouais, et donc, ça donne l'occasion de se rendre compte. Chez moi. Bah ouais, c'est super intéressant. C'est ça. Et il faut beaucoup d'amour. Tu vois, pour dire, ah ouais, j'ai ça à l'intérieur, oui, mais je l'utiliserai peut-être pas de cette manière-là. Tu vois, je peux être créatif par rapport à ça. Donc ça veut dire que j'accepte ça. Tu vois, si j'accepte aussi, tu vois, tout ça, de monter en puissance. Oui. C'est parce que j'accepte ça. Et j'ai aussi, ouais, j'ai envie de ça. En plus, on parlait de multiplicité, c'est-à-dire que, évidemment, l'agencement, Macron, on va dire que celui qui pilote, c'est justement la toute-puissance. Mais si tu mets la toute-puissance à bosser autour d'une table avec d'autres qui sont déjà musclés chez toi, tu vas avoir un résultat différent. Tu fais ce que tu veux de ta toute-puissance. Tu mets ça dans un cerveau équilibré ou pas. Ouais. Tu vois. Donc, c'est là où il y a besoin, en fait, de piger ça quand on parle que le développement personnel, ça n'est pas d'apprendre. Le développement personnel, c'est de regarder avec humilité la réalité telle qu'elle est. Je déteste cette personne parce que je déteste cette qualité-là chez moi. Voilà, ça. Et pour l'accepter, je me dis, ah oui, il va falloir que je continue de m'aimer, même en sachant ça. Oui, c'est ça le concept. Oui. Il va falloir que j'ai beaucoup d'humour pour me tolérer. Oui, c'est ça le concept. Et il va falloir que j'ai beaucoup d'humilité pour l'accepter. Oui, c'est ça le concept. Tu vois, on est dans les grands principes. On n'est pas dans les petites recettes. Et je dois dire que justement, en faisant cette gymnastique assez régulièrement, au bout d'un moment, elle devient un peu jouissive, je trouve. C'est sûr. Il y a un truc de... Quel truc je vais encore découvrir chez moi. Donc si tu t'entoures que de gens qui sont comme toi, comme sur les réseaux sociaux, comment veux-tu mettre à jour tes défauts qui ne sont que des talents avec lesquels tu as de mauvaises relations? Ça veut dire que tu vas faire partie du clan des gentils contre les méchants. Non, je suis aussi pourri que Macron, je l'annonce. Voilà. Parce qu'il en fait ce qu'il veut, mais ce besoin de toute puissance, moi je l'ai aussi. Tu vois, il faut l'assumer. Et c'est parce qu'on l'assume qu'on devient quand même nettement moins dangereux. Donc, ne nous entourons pas de gens qui nous ressemblent. Parce qu'en fait, on ne fait que continuer d'être dans l'orgueil de se dire que, en fait, ces gens-là, nous, on ne l'a pas à l'intérieur de nous, ce truc qu'ils ont, parce que nous, on s'est regroupés entre gens de lumière. Et ton ombre, t'en as fait quoi? Tu vois, elle est là. Donc, oui, allons à la rencontre d'autres personnes en se disant, tiens, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Ok, tiens, tu veux te rencontrer? Rencontre l'autre. Tu peux pas te rencontrer avec de l'auto-branlette, en fait. On a la possibilité on ne peut même pas imaginer tout ce qu'on peut rencontrer en soi. Tu sais, c'est cette histoire de confiance en soi. Je crois que j'aime bien cette idée. Dans ma tête, en fait, c'est comme ça. J'ai une grande pièce de sécurité dans laquelle il y a une petite trappe. Ça s'appelle l'insécurité. J'ai une grande pièce de connu dans laquelle il y a une petite trappe. Ça s'appelle l'inconnu. Et en fait, ce que j'ai toujours trouvé génial, c'est que par cette petite trappe sortait toujours une partie de moi que je ne connaissais pas. Parce qu'elle n'est pas connue. Mais si tu fais que du connu et que tu n'as pas cette petite trappe, jamais tu vas te découvrir. Aller à la rencontre de soi, tu ne peux pas rencontrer le changement sur le chemin des habitudes. Donc tu ne peux pas rencontrer l'insécure dans tout ce qui est sécure. Donc dans ce qui est sécure, il doit toujours avoir une partie d'insécure et par là va jaillir quelque chose que tu ne connais pas de toi. Donc ne t'entoure pas qu'avec des gens que tu connais, avec des gens comme toi, etc. C'est la fin du monde. C'est rassurant. Mais là, il n'y a pas de petite trappe. Voilà. Il n'y a pas de petite trappe. Voilà. Et pour moi, c'est la vie reste s'il y a cette petite trappe.
petite trappe, de l'insécurité dans Disons l'insécurité. qu'à l'intérieur, c'est une petite trappe, mais quand on l'ouvre, on peut aussi être devant un vertige de là, l'inconnu, il devient beaucoup plus grand que Oui, mais la seule chose qui sortira de là, c'est moi. Ouais. Mais si Non, mais tu je veux, suis bien d'accord c'est avec juste ça, des oui. parties de moi que je connaissais pas. Mm, mm. Il faut pas s'effrayer de ce qui va sortir, mais se réjouir de ce qui va sortir. Tu vois, là, on a un truc, moi je connais pas ces questions, etc. En fait, je réécouterai cette interview en entier. Et je me dirais, ah tiens, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Ah, ben ça, je savais pas ça de moi. Tu vois, j'ai découvert, il y a des trucs, il y a un truc qui m'avait touché beaucoup quand tu as fait une inversion du filet familial, etc. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, ah, tiens, je ne l'ai pas vu venir celui-là. Et ça, c'est vraiment une trappe, c'est la petite trappe de l'inconnu dans le connu, de l'incertain dans le certain. Et tout d'un coup, hop, je dis, tiens, ah waouh, putain, je suis vachement plus sensible que je le croyais à ça. En fait, je n'avais pas mis assez l'accent. Et hop, je me dis, ah, quelle sensibilité j'ai à ça. Et hop, c'est une partie de moi. C'est toujours par cette petite trappe. Il y a des gens qui ont vu beaucoup de films, ils pensent que c'est le clown ça qui va sortir. Non, c'est moi, c'est pas ça. Et justement, après tout ce qu'on a échangé là, ma question sera la suivante. Elle est volontairement un peu provocatrice, mais il n'y a pas de malveillance derrière. Jamais j'aurais pensé ça de toi. C'est de, c'est de dire, c'est de te poser cette question. Dans ton travail, à quel point t'estimes et comment tu estimes aider les gens? Ah, c'est bien comme question. Je pense que je les aide de mieux en mieux. Parce qu'avant, je leur faisais rencontrer aussi beaucoup de techniques. Maintenant, je les fais je les confronte à moi. C'est moi qui rencontre, avec ce que j'ai à dire, à la fois dans ma manière d'être, de faire. Et je me dis, en fait, il faut que ce qu'ils disent rebondisse sur quelque chose. Et si ça rebondit sur moi, ça va leur faire voir en eux ce qu'il y a de moi. Ou c'est moi, par la rencontre, qui va leur faire révéler certains aspects de qui ils sont. Ouais, tu essaies d'être un miroir précis. Ouais, il faut pas dépersonnaliser la rencontre. Je suis pas un professionnel. Moi, ils viennent pas rencontrer un professionnel. Je me disais, tu vois, l'autre jour, j'ai eu 2 coups de fil et j'étais en train j'aime beaucoup bricoler la mécanique et tout ça, les bagnoles. J'étais en train de remonter un cache de ma boîte automatique. J'ai eu 2 coups de fil, puis j'étais comme ça en train de revisiter. Et je répondais. Il y en a une, c'était pour une conférence, et l'autre, c'était pour une boîte pour tourner des films. Et je me dis, en fait, je ne devrais même plus avoir de bureau, etc. En fait, juste passer un moment avec les gens. En fait, les gens, ils vont passer un moment avec moi. Il va y avoir un écho qui va revenir en eux. Et cet écho, en fait, ça va réveiller chez eux la part d'eux que moi, je révèle. Et puis, c'est tout. Et puis après, continue ta route. J'aime bien cette idée. En fait, moi, je ne peux donner que ce que je suis, moi, aux autres. Je ne peux pas donner plus, en fait. Parce que pour tout ce qui est de l'extérieur à moi, c'est la nature qui s'en occupe, c'est pas moi. Je ne suis pas doué pour ça. La seule chose que moi, je peux faire, c'est de donner de la densité à qui je suis, de manière à ce que quand l'autre me rencontre, il rencontre quelqu'un, et ce quelqu'un révèle quelque chose en lui. C'est à peu près, après 25 ans de métier, c'est à peu près tout ce en quoi je crois. Et donc, l'idée de se cacher derrière un grand professionnel, je pense que c'est une connerie. J'entends, et une fois de Je plus. pense que c'est une connerie, mais qu'il en faut. Ouais. Mais qu'il en faut, parce qu'il y a des gens, en fait, ça va être la première étape qu'ils vont avoir à vivre. Et il y a des gens qui vont voir d'abord un professionnel, pas pour changer, mais pour savoir qu'ils ont été voir un professionnel. Oui. Ils n'ont pas envie que ça change. Il y a des gens qui ont besoin, moi, il y a des gens qui sont venus me voir, et ces gens-là ne reviendraient plus me voir sans doute aujourd'hui, pour simplement dire à leur environnement qu'ils sont venus me voir, et que ça n'a rien changé, et que ça ne marche pas avec eux. Et que ça ne marche pas, et c'est pour ça qu'ils souffrent beaucoup. Oui. Et que ça permet d'entretenir leur personnage souffrant. Et en fait, entretenir un personnage souffrant, je vais te dire une chose, que c'est absolument nécessaire dans cette société dans laquelle nous vivons. Nous sommes des judéo-chrétiens. Et je fais un test depuis plus de 15 ans, dans un même groupe, où je pose toujours les mêmes questions pour comprendre pourquoi les gens se forment à des formations bien spécifiques. Et donc, j'ai des formations, en fait, c'est des formations de milieu de carrière où tout d'un coup, tu décides de te réorienter dans quelque chose de plus porteur, de plus humain, machin, blablabla. Je valide.
Et je leur dis, mais pourquoi, bordel, vous n'êtes pas venus vous former l'année dernière? C'est ma question que je pose depuis plusieurs années. Et ben, les gens me répondent, c'était trop tôt. Alors je dis, alors, quelle saloperie vous êtes arrivé l'année dernière? Levez la main pour ceux qui ont eu un cancer, levez la main pour ceux qui ont eu un burn-out, ceux qui ont eu une maladie autre, ceux qui ont vécu avec un pervers narcissique. Et alors tu poses la question comme ça, en énumérant toutes les merdes qui peuvent nous arriver, ceux qui ont fait une dépression, bien évidemment, ou qui ont eu un enfant malade, et au bout d'un moment, toutes les mains se sont levées. Et là, je leur dis, ben voilà, maintenant vous avez le droit, en fait, de prendre soin de vous. Vous avez suffisamment souffert. Ça veut dire, et j'appelle ça avoir le badge. En fait, je dis, aujourd'hui, vous avez le badge. Vous avez suffisamment souffert pour avoir le droit de prendre soin de vous. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, si quelqu'un vous dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une formation? Ouais, mais j'ai eu un cancer. Oui, mais j'ai fait un burn-out. Oui, mais j'ai fait une dépression. Ça veut dire qu'en fait, le monde dans lequel nous vivons, y compris le monde judéo-chrétien, fait qu'en fait, le bonheur s'achète avec des pièces de souffrance. Et que tant que tu n'as pas eu suffisamment de souffrance, en fait, tu n'as pas le droit au bonheur. Eh bien, il y a des gens qui sont venus me voir, moi, en fait, non pas pour guérir, mais pour dire, OK, tu vois, je suis allé voir Morel et ça n'a rien changé. Et ils n'avaient pas envie de changer. En fait, ils avaient envie d'avoir leur badge en disant, tu vois, j'ai suffisamment souffert et maintenant j'ai le droit de prendre soin de moi. Donc, ils ne pouvaient pas être heureux avant d'avoir suffisamment souffert. Tu vois, ça, notre inconscient entend ça depuis des années. Donc, la solution au bonheur pour notre inconscient, c'est en fait Bernardo, notre inconscient, nous dit, ah oui, donc la finalité, il voudrait être heureux, maintenant il voudrait prendre soin de lui. Alors là, dans l'équation, ça passe pas. En fait, il n'a pas suffisamment souffert. Donc notre inconscient va s'organiser de manière à ce qu'on ait des problèmes et que ces problèmes-là puissent nous faire suffisamment souffrir, de manière à ce qu'à un moment donné, on a le badge et que, vu qu'on a le badge, maintenant, on va enfin pouvoir s'autoriser à vivre. Donc il y a des choses qui sont extrêmement compliquées dans le cerveau des humains. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'à un moment donné, moi, j'ai besoin de dire ça aux gens. J'ai besoin aussi de leur dire, en fait, de leur donner mon expérience. J'ai discuté aussi avec mon fils Lulu, et on discutait musique, beaucoup, on discute musique et tout ça. Et des fois, il écoute beaucoup de rap, etc. Et il y a des musiques qui sont à la fois agressives, puis il y a des musiques qui sont extrêmement sensibles, et tout ça. Et des paroles qui sont agressives, et des paroles qui sont extrêmement sensibles. Je dis, ça te fait quoi d'écouter ça, en fait? Je dis, ça m'autorise, en fait. Waouh. Ben, je dis, oui, bien sûr que ça t'autorise. Moi, il y a des gens qui viennent voir une formation parce qu'ils savent que j'ai ma manière de parler, j'ai ma manière de vivre, j'ai fait mes choix de vie. Ils se disent, en fait, ils viennent voir le type qui s'autorise. Parce que eux, ça les légitimise, en fait, à pouvoir vivre leur propre vie. Donc, s'ils rencontrent qu'un professionnel, ils ne vont pas aussi rencontrer, j'allais dire, entre guillemets, le lascar qu'il y a derrière tout ça, et qui a fait des choix de vie. Voilà. Et ce n'est pas mon professionnel qui intéresse les gens. En fait, c'est qui je suis. Ils ont besoin de me rencontrer. Parce que quand ils me rencontrent dans mes autorisations, dans ce en quoi moi je me légitime et je me légitimise et je m'autorise, eh bien, eux, en me rencontrant, ils rencontrent la part d'eux qui se légitimise aussi et qui se donne des autorisations. Parce que je peux te dire que quand on est français, judéo-chrétien et tout le bordel, pour s'autoriser à être heureux, c'est un parcours du combattant. Ouais. Et on évoquait ça tout à l'heure, donc je veux pas invalider ce que tu viens de dire. Je rajoute le truc de quand on a suffisamment souffert, ça correspond souvent à l'impossibilité de faire perdurer sa vision du monde d'avant. Il y a comme une table rase qui est ramenée, qui remet un peu les pendules à l'heure ou le compteur à zéro, Oui, un truc comme ça. On a accès à l'autre monde. En disant, En fait, on a le ticket. On peut rentrer à la fête foraine. On peut reconstruire quelque chose. Parce qu'on n'est plus en train de tenir mordicus les trucs qu'on tenait avant pour il faut que ça continue, pour il y a un truc une formule que j'aime bien dire qui est en fait on a peur de casser la continuité. Et quand une maladie, deuil, une dépression, ça casse la continuité de soi-même. Bien sûr. Donc on peut s'autoriser à lever le nez et à dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Oui, absolument. Et en fait, c'est deux phénomènes différents, mais en fait qui se produisent quasiment au même moment. Voilà. Et grâce à une rupture extérieure ou intérieure, une maladie, etc., à un moment donné, la rupture est faite, c'est bon, on peut la valider. Mais tout seul, interrompre un processus,
C'est extrêmement dur. Ouais, quand il a encore du jus, en fait. Mais Quand il le a temps encore de qu'on l'énergie, prend, du voilà, carburant. on accélère, on décélère, on fait des trucs, on fait différemment plus la même chose, mais on continue. Ah oui, c'est très très dur d'invalider un processus dans lequel on s'est investi. Et là, tu vois bien ce qui se passe au niveau national, Ouais, à plein d'égards. à plein d'égards. Et je me disais aussi dans ce que tu me partageais que je voyais une possibilité de traduire ça quand on est extérieur, en se disant, dis donc, c'est un peu autocentré comme façon d'accueillir les gens. Alors que je trouve qu'en filigrane, on sent le fait que tu es autonome et du fait d'être autonome, tu permets l'autonomie des autres. Oui. Et ils vont être amenés à gérer eux-mêmes ce que ça leur fait, en fait. Oui. Toi, tu te contentes d'être toi, donc tu Oui. leur laisses l'autorisation d'être eux-mêmes. Oui, tu rencontres quelqu'un qui est dans la douceur, en fait, ça va révéler la tienne. Tu vois, ça va te toucher. En fait, c'est ça la douceur. Tu viens d'être touché par la douceur de l'autre qui réveille la tienne. Donc, je pense qu'on crève aussi dans le monde de l'accompagnement d'être super pro. Ça, le monde des coachs et compagnie, c'est compliqué hein, aujourd'hui. Hein. Être un coach pour tout, machin, etc. Mais en fait, la rencontre, elle est où? En fait, on a remplacé en fait la rencontre humaine de tous les jours, en fait, même à finir à coups de poing bourré dans un bistrot, avec du coaching, en fait. On peut se rencontrer aussi. Moi, il y a des gens, ils vont me dire, Morel, c'est un con ou il est nul. Bah, ok, c'est ok, en fait. Mais ils m'ont rencontré. Voilà. Et ils m'ont rencontré, ça a réveillé des trucs, et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a aucune technique qui est à la hauteur de la rencontre. Aucune. Tout à fait d'accord. Il faut être extrêmement prétentieux pour dire même que la PNL, l'énéagramme, mais ce sont des... tu regardes une photo, hein, puis là, ça c'est la PNL, puis tu regardes un paysage, ça c'est la vie. Voilà. Il n'y a pas photo. Hein. C'est tout. Donc, il faut arrêter de se planquer peut-être derrière de la technique, alors qu'en fait, on a besoin de rencontres. On a besoin de se rencontrer, de rencontres humaines. Voilà. C'est con que les gens soient obligés de payer pour rencontrer quelqu'un. Mais d'abord, c'est Mais il y la a plein de rencontre. trucs comme ça. Récemment, je suis allé voir une humoriste sur scène. Son spectacle, il est super. Peut-être qu'elle sera aussi une invitée un jour, puisqu'elle m'a donné son autorisation et qu'en même temps, j'ai du mal à la joindre en ce moment. C'est Shirley Soignon. Son spectacle s'appelle Être humain. Ouais. Donc, Oui, dans le mille. Oui, et elle dit c'est dommage que les gens soient obligés de payer pour voir des gens qui les font rire. Et en fait, dès que c'est humain, dès que c'est utile au-delà du raisonnable et au-delà du chiffrable, on a cette. Oui, il faut payer pour se marrer, il faut payer pour être écouté, etc. Donc non, c'est con. Ben, c'est essentiel, c'est central, mais c'est bizarre d'en avoir fait des professions parce qu'on n'est pas capable de se l'offrir. C'est l'intelligence du monde, mais c'est son manque de discernement. En fait, on est obligé de travailler beaucoup pour avoir l'argent, pour payer quelqu'un qui nous écoute. Parce qu'en fait, personne ne peut nous écouter, parce qu'en fait, on n'a pas le temps ni d'écouter, ni d'être écouté, parce qu'en fait, on est en train de travailler dur pour avoir l'argent pour payer des gens qui nous écoutent. Donc, en fait, on est en train de payer des trucs qu'on pourrait avoir gratuitement si on n'avait pas l'intention de payer des trucs. En fait, c'est un délire. Avec discernement, on s'en rend compte. Tu connais l'histoire du pêcheur, tu sais, le petit pêcheur qui est avec sa petite canne à pêche, sa petite cabane, sa petite famille, tout va bien. Absolument. Tu la connais? Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est ce truc-là. Et donc, la finalité, c'est toujours, voilà, c'est le point de départ. Et on a compliqué le bazar. Donc, à un moment donné, il faut revenir. En fait, c'est toute la différence qu'il y a entre l'intelligence et le discernement. Tout notre système interne, notre inconscient est très, très, très intelligent. C'est-à-dire, il est capable de boutiquer plein de trucs et de faire des choses très intelligentes. On est capable de fabriquer, je sais pas, moi, une bombe. Voilà. Il faut être intelligent pour fabriquer une bombe. Il faut être très peu discernant. C'est quelles vont être les conséquences. On peut fabriquer une automobile électrique. Avec un peu de discernement, on sait qu'on va dans le mur. Je suis d'accord là-dessus aussi. Je suis un peu trop d'accord à mon goût. Tu ne te différencies pas. Tu es d'une banalité, mon pauvre mec. Faiblement médiocre. Tout à l'heure, tu évoquais le fait de venir te voir pour se confirmer que ça marche pas et avoir l'impression d'avoir essayé de traiter le problème, mais tout en confirmant son mal-être. Oui. J'ai déjà posé cette question, mais elle est d'actualité, je trouve. C'est par rapport au mythe de la souffrance au travail. Oui. Je pense que on a pour objectif de dépasser ces souffrances tout en l'entretenant. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une valeur à la souffrance au travail. Est-ce que ça te fait aller quelque part, ça? Lorsque tu restes quelqu'un de systémique, tu essayes,
au mieux que tu peux, de contribuer au système de manière à ce que le système te donne amour, sécurité, reconnaissance, toujours. Bon. Si c'est pas toujours repérable, en fait, ton effort. S'il peut être accompagné de la souffrance par une maladie, par un incident, un accident, une dépression, etc. Parce que ça, en fait, c'est quoi? Ça montre à quel point ton investissement a été absolument formidable et que le système devrait reconnaître, en fait, ton investissement et donc te donner en retour beaucoup plus d'amour, de sécurité, de reconnaissance. Tout ça, ce sont des moyens de manipulation, mais par le bas. Voilà. Tu sais que, il faut savoir un truc, c'est que quand on appartient à un système, on nourrit le système pour que le système nous nourrit. Quand on veut sortir du système, en fait, on n'en est en général pas capable. Beaucoup de gens ont envie d'exister, de vivre, de sortir de tout ça, de sortir d'avoir leur vie. Mais en fait, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par un truc qui est complètement con, mais c'est comme ça. C'est qu'ils croient que pour que le système accepte, il faut que le système les comprenne ou que le système soit d'accord. Si le système est d'accord, alors, et seulement si, ils s'autoriseront à vivre ce qu'ils ont à vivre. Bon. Eh bien, la souffrance est une manière, en fait, d'être compris par le système. Et donc, je te montre ma souffrance, comme ça, tu vas comprendre que je veux vivre autre chose. Peut-être à l'intérieur du système, mais peut-être aussi à l'extérieur du système. Donc, tout ça, dans mon modèle du monde, à partir du moment où on communique quelque chose à l'environnement, c'est de la manipulation, bien évidemment, ou de la communication, comme on veut. Hein. La communication, c'est de la manipulation, etc. Et pour soi-même aussi, si on est animé de ces croyances-là, eh bien, en fait, on va être convaincu que, en fait, notre effort est vraiment là. Il est vraiment présent, il est vraiment solide. Regarde, je souffre, c'est difficile pour moi. Ça montre quand même que mon investissement est là. Parce qu'en fait, on a besoin que nos efforts soient vus. Et s'ils ne sont pas vus, alors on pourra peut-être au moins faire voir la conséquence de nos efforts, c'est-à-dire notre souffrance. Mais on veut être vu. Et dans la dimension égotique, c'est-à-dire systémique, on sait très bien qu'il y a 3 critères de fonctionnement de l'ego. Se voir au travers les yeux des autres, avoir raison et contrôler. Donc ces 3 aspects-là, en fait, eh bien, se voir au travers des yeux des autres, donc je vois ma souffrance, les autres voient ma souffrance, j'ai raison, puisque je souffre, donc je suis beaucoup investi, donc je donne beaucoup au système, et je contrôle, grâce à ma souffrance, en fait, le rapport qu'il y a d'investissement et de retour nécessaire qu'il doit y avoir envers moi. Et des gens sont capables, en fait, avec la souffrance, de se tuer, de se détruire, parce qu'ils veulent communiquer. Mais parfois, la blague va un peu trop loin. Ils se détruisent. Eh ben, écoute, tu viens de parler de mon étape 1 avec brio. Vraiment, je suis resté bloqué là-dessus, moi. Ah ouais? Ouais, ma souffrance était vraiment Mais c'est un levier. mon seul moyen de communication Oui, et de manipulation. Oui, de manipulation. C'est de la manipulation, bien évidemment. Sinon, on n'aurait qu'une seule chose à faire. Mais disons que voilà, je voyais pas d'autres options. Oui, mais c'est en ça. Puis beaucoup d'amour, de j'ai tendresse. patiné là-dedans, quoi. Ouais, mais beaucoup de gens. Moi, je vois beaucoup de gens qui se plaignent. Encore hier, j'avais quelqu'un qui me disait « Ouais, je suis en arrêt de travail, machin, etc. » Je dis « T'as qu'à prendre soin de toi. Hein. » En fait, c'était pour m'amadouer. En fait, moi, je suis pas concerné, pour ton affaire. Mais tu vois, c'était de la manipulation. Non, voilà, je suis fatigué, je suis en arrêt de travail. Mais justement, derrière, comme tu l'as très justement dit, derrière cette manipulation, il y a en fait, regarde-moi, vois où j'en suis, vois à quel point c'est difficile pour moi. Sinon, on interrompt ça. Enfin, on arrête de se faire souffrir. Mais moi, je me suis fait souffrir aussi. Mais l'objectif, c'est d'arrêter de se faire souffrir. Que ça montre à quel point, en fait, la communication qu'on a n'est pas bonne, et en même temps, à quel point on est dépendant de la compréhension des autres ou de l'accord des autres pour s'autoriser à, et qu'on attend nos cacahuètes.
Tu vois, c'est le signe que, en fait, les gens autour de toi en avaient à peu près rien à foutre. Ils étaient sur autre chose. C'est pas qu'ils avaient rien à foutre de toi, mais toi, il a fallu que t'as essayé d'être sympa, bon, ça n'a pas marché, t'as essayé d'être original, ça n'a pas marché, mais putain, mais il marche quoi là-dedans? Et si je souffle, ça marche? Et peut-être ça, et en fait, ça a dû marcher quelquefois. En fait, t'as dû obtenir un peu d'attention, peut-être un peu de À un pitié, moment précis, ouais. peut-être un petit peu de solidarité. Bon, alors, oui, moi, je pleurais, moi, quand j'étais petit, moi. Même, j'ai 14 ans, 13-12 ans, je pleurais pendant les soirées, comme ça. Et en fait, j'obtenais de l'attention. Je me mettais à pleurer, tout d'un coup. J'avais pas le moral, je me mettais à pleurer. Ah ben oui, mais il y a plein de gens qui étaient sensibles à ça, et j'obtenais de l'attention, et je fais ça pendant longtemps. Tu dis, oh, putain, les techniques de cow-boy. Bah, Oui, ouais, c'est rudimentaire, en fait, à cet endroit-là. c'est basique. On a un seul levier presque sur lequel appuyer quand ça va trop loin, quoi. On a une pile de dossiers, c'est comme des CV chez un recruteur, en fait. Et en fait, tout ça, c'est les stratégies qu'on a à choper dans la modélisation qu'on avait d'un oncle ci, d'une mère machin. En fait, tiens, il a fait ça, il a eu de l'attention. Tiens, il a fait ça, il avait l'air d'être heureux. Tiens, tout ça, donc c'est ce qu'on appelle des causes à effet. Et tout ça, c'est sur une pile comme ça. Quand on va pas bien, on prend la première pile. Alors si on fait ça, on obtient ça. Alors on fait ça, on obtient ça. C'est pas marché. Deuxième, troisième. Et on peut aller jusqu'au suicide. C'est la pile du fond, tu dis, tiens, le grand-père machin, tiens, ou le cousin, tiens, il s'est suicidé. Oh, on a beaucoup parlé de lui. Ah, peut-être, putain, moi je serais mort, mais au moins on parlera de moi. Tu vois? Et voilà. Et c'est absolument terrible de voir qu'on a stocké la totalité de toutes les stratégies de notre environnement et qu'on les a stockées. Alors, on les a stockées aussi en fonction des valeurs, de la souffrance, tout un tas de trucs. Donc, il y en a qui sont placés en dessous. Mais quand on a utilisé toutes celles du dessus et qu'elles n'ont pas marché, on commence à taper dans le dur. Voilà. J'entends, et j'avais pas ce petit twist là, j'aime bien le fait de considérer que le suicide c'est le cri le cri de détresse le plus puissant qui soit, il va altérer, il va impacter le monde autour. En tout cas, les personnes proches vont être obligées de considérer cet état de fait comme un événement. Oui, la personne, elle souffre derrière. Mais est-ce qu'elle souffre parce qu'elle souffre ou est-ce qu'elle souffre parce que c'est un moyen de communiquer? C'est toujours pareil, en fait. Et ça montre que nous sommes systémiques ou individués en fonction des stratégies qu'on utilise. Et donc, c'est là, en fait, le job, c'est la complétude pour passer dans l'individuation. Et en fait, t'arrêtes tout ce truc-là. En fait, les autres te donnent pas ce dont tu as besoin. C'est pas grave, bah, tu vas t'en occuper toi-même. Voilà. Puis tu vas arrêter de mendier la compréhension ou demandiez l'autorisation. Parce que c'est ça, tu vois, il y a même des gens, j'ai vu des gens faire, enfin, peut-être moi, peut-être aussi, mais c'est toujours plus confortable quand je dis les gens. Et, mais faire des formations en communication, non pas pour communiquer, mais pour mieux convaincre, en fait, l'autre, pour être mieux compris, pour que l'autre nous donne l'autorisation de faire ce qu'on voudrait. Alors qu'en fait, il suffit de ne pas faire de formation en communication et de faire ce qu'on veut. L'autre s'y habituera ou pas. Mais ça, on ne peut avoir cette deuxième version que si on est individué. Non pas si nous, on est en train de nourrir le système qui nous nourrit. Tu vois, comme on dit dans mon jargon, quand on a un jardin, on s'en fout de l'heure d'ouverture des magasins. Voilà. Mais quand on n'a pas de jardin, je peux te dire, c'est à quelle heure chez Super U, tu vois, parce que t'as l'écrou. Mais si c'est le week-end ou c'est les vacances, les magasins sont fermés, t'en fous, tu es dans le jardin. Bah, si toi, t'as ton autonomie, bah, tu t'en fous que les gens te donnent pas l'autorisation. En fait, tu fais ce que t'as à faire. Mais dans le modèle de la plupart des gens, c'est pas un problème de stratégie, c'est un problème de fonctionnement de base. En fait, ils sont systémiques. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et tant qu'on est systémique, en fait, nous passons notre temps à nourrir le système qui nous nourrit. Et en plus, le système, il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont complètement déjantés, des systèmes. Tu as des systèmes qui sont assez sains, donc il y a une espèce de deal qui est assez cool. Mais il y a des systèmes où tu peux donner tout ce que tu veux. Le système, il te rendra rien. Tu as des gens qui arrivent, qui ont 50 ans, ils ont bossé dans des fonderies, je sais pas quoi. Les mecs, ils ont tout donné au système. 57 ans, ils reçoivent un courrier à la maison. Dans 3 mois, tu dégages. Mais qui comprennent pas. Ah oui, c'est sûr que... Ils sont systémiques, ils ont nourri le système qui pensait qu'elle allait nourrir, ils ont fait un jeu loyal, les mecs. Ils étaient systémiques, et tout d'un coup, on leur dit, mais crève. Les mecs, ils sont malheureux jusqu'à la fin de leur jour, ils partent en dépression jusqu'à leur mort. Heureusement, ça dure parfois pas longtemps. C'est de l'humour noir, mais le truc, c'est malheureusement, c'est vrai. Tu vois, et c'est un drame, la systémie,
Pas quand t'es petit, mais quand t'es grand. En fait, cette dimension où on est et on fait en même temps, moi, elle m'intéresse en ce moment. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai été perché dans l'être et j'ai eu du mal à poser les actions. C'est un bon sujet, ça. Parce que être et faire en même temps, ça me paraît être la chose la plus jouissive qui soit en ce moment. C'est une découverte, en fait, pour moi. Par exemple, là, je suis en train d'être et de faire en même temps, là, tout de suite. Et c'est un de mes plus grands bonheurs. Je suis en train de découvrir ça, tu sais, avec une émotion. Là-dessus, c'est 100% important ce que tu dis. 100% important ce que tu dis. Je sais plus, je lis un bouquin, je lis un bouquin régulier, enfin des bouquins régulièrement. Je les lis souvent plusieurs fois parce que en fait, j'ai besoin de comprendre parfois des profondeurs ou en fait, j'ai pas une pensée profonde, mais j'en sais rien. Bon, bref. Et je lis un truc que pendant des longtemps, on dit que nous sommes des Homo sapiens. Alors, moi, j'ai appris à l'école Homo sapiens, Homo erectus, machin, tout ça. Ok, Homo sapiens. Je sais plus, ça veut dire homme pensant, je sais pas quoi. Et le mec, il dit non, c'est des conneries, en fait. Nous ne sommes pas des homo sapiens. Il dit nous sommes des Homo faber. Il dit, et faber, ça veut dire faire. Je dis ok, vas-y, développe. Alors moi, je suis toujours curieux quand quelqu'un vient un petit peu. Et en fait, son explication, et alors moi je la valide à 100%, on peut se rendre compte que dans la première partie de notre vie, souvent, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans des bureaux, dans des machins, en fait, où il travaille beaucoup dans la pensée, au bout d'un moment, il va être obligé de se mettre à faire des choses, il va partir d'un club de poterie ou je sais pas quoi, il est obligé de faire des choses de ses mains. Et en fait, le prolongement de l'homo faber, c'est les mains. Et il est caractérisé par l'utilisation d'outils et par lesquels, en fait, il va ensuite faire des choses grâce à des outils. Et alors, moi, j'ai réfléchi tout le temps à ça. Alors, je m'observe quand je fais des choses, quand je suis heureux et quand je suis pas heureux. Voilà. Je me rends compte que je suis plutôt stressé, malheureux, lorsque j'ai des idées qui tournent en tête, que je réfléchis trop. Et je commence, dès qu'il y a par exemple, je perçois quelque chose, ça me génère une idée, et tout d'un coup, paf, ça passe dans mes mains, je prends des outils, je fais. Et alors là, je me sens l'homme le plus complet du monde. Et je me dis, je suis vraiment grave un homo faber. En fait, si ça ne se traduit pas dans nos mains, ça reste comme un embouteillage. Dans notre tête, c'est la place de l'étoile. Et en fait, les projets, les idées tournent en rond parce qu'elles sont beaucoup alimentées. Ah, je ferais bien ça, je ferais bien ça. Ah ouais, ça serait super, machin. Et en fait, c'est la place. En fait, c'est la concorde dans notre tête. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et au bout d'un moment, on pète un boulon parce qu'en fait, on a beaucoup trop d'avance de théorie par rapport à la pratique. Et dès que, en fait, on laisse le processus naturel, c'est-à-dire déclencheur, pensée, action et faire. Voilà. Et enfin, résultat. C'est notre nature. Le monde extérieur doit nous traverser notre intelligence, et ensuite on en fait quelque chose. Mais si ça reste dans notre tête, comme tous les gens qui sont des penseurs, en fait, il y a une vraie souffrance. Il y a une vraie souffrance parce qu'il y a un non-accomplissement. Et tu vas, je sais pas, t'as une chaise qui est bancale, ton écoute, hop, tu prends ta visseuse, machin, tac, tac, tu refais ça. Et là, tu dis, putain, elle est bien ma chaise quand même. Tu t'assois dessus, tu vois, c'est costaud quand même, ça tient. Ouais, tu puis après, t'as des gens qui disent, t'as vu la chaise, elle était cassée, mais je l'ai réparée. T'as vu? Ouais, assieds-toi, tu vois. Ben, j'ai mis des vis là, parce qu'en fait, parce que t'as fait. Et moi, je sais que je fais ce métier de conférencier, de formateur. C'est pas parce que j'aime ça. Pas du tout. C'est parce que ça a du sens pour moi. C'est-à-dire que je me considère au fond de moi comme un homme politique, et en fait, c'est ma manière de faire de la politique. Blablabla. Bla, bla, bla. Avec mon blablabla, c'est moi venir percuter le cerveau des gens pour qu'ils montent en conscience de leur pouvoir. Voilà, ça c'est le truc qui fait sens pour moi. Et je voudrais qu'à la fin de ma vie, je me dise, ça a marché. Et quand je dis reprennent le pouvoir de leur vie, je reviendrai là-dessus, en fait, reprennent leur vie en main. On n'a jamais dit qu'il faut reprendre sa vie en tête. Mais reprendre sa vie en main. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie?
pas dans la tête, ça se passe. C'est dans les mains, reprendre sa vie en main. Et parce que moi, en fait, quand je fais ce que j'aime, je bricole. Je bricole. L'autre jour, j'étais avec ma fille, on parlait du chien, puis on lui a fait ce qui montait sur la banquette, cette andouille. Et je lui dis, tiens, on va mettre du poivre sur la banquette. Il me dit, papa, tu n'as pas marre avec tes ancrages négatifs. Tu peux pas, fais-lui un ancrage positif. Si on lui faisait un panier qui est aussi ou plus confortable que la banquette, il n'aurait plus sur la banquette. Je dis, ouais, t'as raison, on va le faire. On l'a fait, donc j'ai acheté des planches, machin, on a coupé, on a fait ça ensemble. Machin. Après, on l'a peint, machin, on a pris des photos, on a fait des vidéos, des machins. On était super contents. C'est beaucoup. Ça me plaît. Est-ce que le chien est allé dedans? Ah ouais, carrément. Ah ouais. Parce que ça aurait pu être... Ah non, mais lui, il a dit, OK, c'est le kiff total, il est là, comme ça, il s'allonge de tout son... Voilà. Non, vraiment un truc super qu'on lui a fait. Et en fait, le plaisir, c'est d'avoir fait. À chaque fois que je rentre dans la maison, je vois ce panier, je me dis, ouais, c'est moi qui l'ai fait. J'ai acheté il y a quelques années un piano, puis en fait, j'en ai pas fait. Et en fait, il était juste à l'entrée de la maison. Donc, à chaque fois que je rentrais, je voyais le piano. Chaque fois que je sortais, je voyais le piano. Voilà. Chaque fois, je me disais, je ne fais pas. Et ça me rendait malheureux. Donc, j'ai appelé des gens et j'ai dit, OK, allez, débarrassez-moi ce piano. Je ne veux plus le voir parce que je n'en fais pas. Et donc, place de la Concorde, il faudrait que je fasse du piano. Plop, 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 rien du tout. Donc, ici, ça boue et dans mes mains, il ne se passe rien. Donc, tu as un piano, t'en fais. T'en fais pas, tu n'as pas de piano. Voilà. Et c'est parce que moi, je l'avais acheté pour en faire. Et j'en ai pas fait. Bon, après, j'ai fait autre chose, etc. Donc, ce qui va nous équilibrer, c'est que le monde nous traverse et que nous en fassions quelque chose. Mais autrement, c'est de la branlette intellectuelle, c'est même de l'encombrement intellectuel. J'entends. Alors, je suis d'accord avec toi. J'ajouterais ce truc de l'échelle à laquelle on est branché. Pour défendre celui que j'ai été avant. Parce que si tu es branché sur une échelle trop large, tu peux pas te mettre à revisser un pied de chaise pour qu'il soit plus bancal. Tu es branché sur le fait que tu peux rien faire parce que tu es impuissant face à tout ce que tu observes qui t'atteint émotionnellement très fort. Ouais. Et tu es dans une telle impuissance que donc du coup tu renonces à l'action. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en me disant je peux rien poser de valable. Je suis trop en lien avec des choses qui sont soit trop belles pour être atteintes si je les pose avec mes mains, soit trop graves pour pouvoir les régler avec mes mains. Et donc du coup mes mains et mon corps me semblaient inutiles. Je me sentais vraiment impotent. Il y avait ma souffrance, elle était là-dedans en fait. C'était de dire j'ai qu'un petit corps pour faire tout ce que j'arrive à penser possible, et dès que ça se traduit dans le concret, ça devient anecdotique. Oui, mais anecdotique, ordinaire, banal. Mais le truc, c'est il eût fallu te lâcher en pleine cambrousse, en fait. Tu aurais vu qu'il est utile d'aller chercher de l'eau pour pas crever de soif. Il est utile d'aller cueillir des fruits pour manger. En fait, ta vie était beaucoup trop douce pour que tu aies envie de faire des choses importantes. De ce côté-là, ouais. Bah oui, au niveau de la sécurité matérielle, oui. C'était absolument dramatique. Les gens qui t'ont mis dans cette situation-là n'étaient certainement des gens très intelligents pour pouvoir te mettre dans une situation extrêmement confortable, mais pas discernants pour savoir tout le mal que ça te faisait. Ouais, après, aujourd'hui, je suis content, hein, vraiment, de cette visite prolongée de cet état-là. Elle est un des outils qui me permet de rentrer en connexion avec les gens quand je les accueille en séance, mais pas que, évidemment. Mais il y a ce truc-là de dire, quand on me parle de cette souffrance, je la connais, dans mes tripes. Et il faut l'avoir connu, l'avoir aussi traversé, parce que sinon on va discuter entre gens qui souffrent. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est que tu en sois sorti. Parce que ce qui me permet de trouver ça beau aujourd'hui. Ah bah oui. Sur le moment, quand on est au premier degré, c'est pas possible de trouver ça beau. Les gens qui vont te rencontrer vont aussi modéliser sans que tu en parles, en fait, la manière dont on est sorti. C'est ça qui est important. Faut pas aller voir quelqu'un parce qu'il a une bonne écoute. Faut aller voir quelqu'un parce qu'en fait, il a réussi à faire ce que moi, j'ai pas réussi à faire. Autrement, il y a cette dimension humaine qui... de toute façon, je pourrais essayer, je peux essayer de tricher. Je crois que quand on est en train de tricher, ça se voit. On est bon, mais en fait, au bout d'un moment, ça va merder un peu. Puis on va le savoir. Même si on triche trop bien, c'est pas un service qu'on se rend finalement. Non, c'est une perte de temps. On va se prendre un retour de flamme. Quelle place a la douceur aujourd'hui dans ta vie? Bonne question.
Donc ça, c'était raisonnablement dans l'ombre chez moi. On a parlé des personnages, ou du personnage ou des personnages, parce qu'en fait, on a une personnalité, puis après, en fait, qu'on aménage en fonction. Donc, on a des personnages qu'on joue en fonction des contextes, des situations, du travail, du pro, du perso, tout ça. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il était super difficile de sortir de son ego, de son personnage. Et j'ai beaucoup cherché à savoir comment faire pour en sortir. Et je me suis rendu compte, en fait, par rapport à ça, ma mère, en fait, qui a toujours été pour moi un ange gardien, et toujours pris soin de moi, vraiment exceptionnel. J'ai une mère exceptionnelle, voilà, exceptionnelle. Et moi, j'étais habitué à ce qu'elle prenne soin de moi, tout ça. Puis elle a 88 ans maintenant, donc elle a commencé à vieillir. Elle a eu des passages qui étaient très difficiles. Et c'est devenu un piètre ange gardien, en fait. Elle remplissait plus son rôle comme moi j'attendais qu'elle le remplisse. Et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, c'était peut-être à moi de remplir mon rôle de fils, en fait. Et en parallèle, il y avait mes enfants qui, en fait, avaient été élevés par un personnage qui avait toujours raison, qui contrôlait, qui manipulait, tout ça. Et le rôle de père, en fait, et de papa, je ne l'avais pas pris non plus. Et je me suis rendu compte que, en fait, je ne pouvais pas prendre les rôles parce que j'étais coincé dans mon personnage. Et quand j'ai commencé à étudier les rôles de ma vie, que la vie m'offrait et m'avait offertes, j'arrivais pas à rentrer dedans. Parce que, en fait, les ingrédients du rôle, il y avait une grande partie des ingrédients du rôle qui se trouvaient dans l'ombre. Et moi, j'avais l'habitude de montrer ma lumière, c'est-à-dire le personnage, donc j'avais du mal à y rentrer. Et je me suis dit, ben voilà, maintenant, mon petit Daniel, t'y vas ou t'y vas pas, tu rentres dans les rôles, et là, dans ces cas-là, à toi de savoir ce que c'est qu'un père, à toi de savoir ce que c'est qu'un fils, à toi de savoir ce que c'est qu'un papa, d'en comprendre la vision, d'en comprendre la mission. Et oui, il va falloir que tu ailles te chercher dans des endroits où, franchement, ça, tu pensais que ça allait être définitivement planqué, en fait. Et je me suis rendu compte qu'avec ma mère, il y avait un truc qui était le plus difficile, c'était la douceur. J'étais pas doux avec elle, j'étais un peu dur, j'étais un peu dans mon contrephobique, dans mon personnage, tu vois. Et j'étais dur avec elle et je me suis dit, mais ma maman commence à avoir de la bouteille, 88 ans, ben c'est un peu plus tôt, hein, parce que ça fait quand même quelques années. Je me suis dit, mais non, en fait, moi je veux... qu'est-ce qu'elle peut attendre d'un fils? Qu'est-ce qu'elle peut attendre d'un fils? De l'écoute, de la douceur, de la compréhension, la présence. J'ai dit, putain, je suis pas équipé. Oh la vache, il va falloir que j'aille chercher ça au fin fond. Donc je suis allé chercher ça au fin fond, puis j'ai appris à être doux, à être tendre. Je l'avais en moi, mais c'était tout neuf. C'était encore dans la boîte. Il a fallu que j'aille chercher ça. Et j'ai ça en moi, cette douceur. Elle n'était pas dans mon personnage, mais si je veux jouer les rôles, à ce moment-là, j'ai pas le choix que d'aller le chercher. J'ai pas le choix que d'aller me chercher dans des qualités que j'avais planquées parce que mon personnage n'en voulait pas. Et c'est donc les rôles qui ont fait que j'ai réussi à sortir de mon personnage. Okay. C'est de rentrer dans les rôles. Et en même temps, à l'époque, j'étudiais, j'aime bien étudier les biographies, tout ça. J'ai beaucoup étudié les acteurs français, puis j'écoutais la biographie de Jean-Paul Belmondo. Voilà. Et ça m'a marqué, en fait. Jean-Paul Belmondo, c'est un type extrêmement talentueux qui fait une école de théâtre, il sort brillamment et très rapidement, il a des rôles dans des bons films et il est reconnu comme un très grand acteur. Et puis, à un moment donné, il y a une espèce de personnage qui se dessine. Et les films de Jean-Paul Belmondo finissent un petit peu par se ressembler, le professionnel, le magnifique, tout ça, en fait. Et on dit, bah tiens, t'as été voir le dernier Belmondo, alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, il dit, bah c'est du bébel. C'est moi que v'là, bonjour, tu vois. Et qu'est-ce que c'est que du bébel? En fait, c'est un personnage. Et puis là, bah, au bout d'un moment, tu dis, bon,
on dit plus que c'est un Jean-Paul Belmondo, on dit que c'est un Bébel, en fait, parce que il n'arrive plus à rentrer dans les rôles. En fait, il y a que son personnage. Et même au bout d'un moment, les mecs qui vendent des films, ben, ils font des rôles pour Bébel. Tu vois, quand on prend, je sais plus, le Guignolo ou je sais pas quoi, je dis quelle merdasse ce film, parce que c'est du Bébel. Et puis qu'est-ce qui se passe, c'est que Bébel, à un moment donné, en fait, on en a marre, en fait, on sature. C'est plus un acteur, en fait, c'est Bébel. Bon. Et donc, en fait, bah, il disparaît du cinéma français. Sûrement que Bébel, il est formidable, mais plus personne n'en veut. Et il disparaît. Plus de Bébel à l'écran. Et à un moment donné, il y a un type qui s'appelle Claude Lelouch. Il va le voir, et il va voir Jean-Paul Belmondo. Il dit, j'ai un rôle pour toi. Et ce film s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté, où c'est vraiment un anti-Bébel, en fait, puisque c'est un homme, non pas qui veut apparaître, mais qui veut disparaître. Et là, Jean-Paul Belmondo accepte le rôle. Il quitte Bébel, il rentre dans le rôle, il devient puissant, présent. En fait, il a un autre rôle. Et donc, il redevient l'acteur, parce qu'il accepte de rentrer dans les rôles qu'on lui propose, et il a le droit d'en refuser. C'est-à-dire que moi, j'ai des rôles que j'ai refusés dans ma vie. Je sais pas, moi, le rôle d'infirmier de mon voisin, c'est pour mon truc, hein, tu vois. Il est décédé maintenant, mais moi, j'étais pas son infirmier, en fait, j'étais son voisin. Donc, il y a des rôles que je vais pas prendre, mais je me suis rendu compte que moi, en fait, j'ai vécu l'histoire de Bébel, en fait. J'ai disparu des écrans de mes enfants, disparu des écrans de mon frère, disparu des écrans de ma mère, parce qu'en fait, je n'étais qu'un personnage, et en fait, je ne voulais pas rentrer dans les rôles. Et en voyant ça, que Jean-Paul Belmondo, en fait, avait été récompensé pour ce rôle-là, parce qu'en fait, il avait été brillantissime. On avait redécouvert le talent de Jean-Paul Belmondo. On va te dire, c'est ce qui apparaît quand on a quitté justement sa personnalité, qu'on accepte de rentrer dans les rôles, apparaît quelque chose qui s'appelle la singularité. Et la singularité, c'est l'ADN de notre moi profond qui, en fait, elle va être la teneur constante, l'ingrédient constant qu'on trouve, en fait, dans les rôles qu'on va jouer. Et à ce moment-là, moi, je me suis investi profondément dans tous les rôles. Mon rôle de fils, mon rôle de père, mon rôle de papa, mon rôle de frère. J'étais en distance avec mon frère, j'en ai beaucoup souffert. Et c'était vraiment important pour moi de redevenir son petit frère, et, voilà, etc. Et ben, quand tu bosses tes rôles et que tu redeviens l'acteur, en fait, des rôles de ta vie, et bien en fait, c'est là où tu te rencontres dans ton grand toi et que tu n'as plus besoin de ta personnalité parce qu'apparaît un ingrédient qui est d'une grande subtilité, c'est ta singularité. C'est quelque chose, en fait, qui n'appartient qu'à toi. La personnalité, c'est un pauvre copiage, en fait, ou c'est une pauvre adaptation, alors que là, waouh, c'est toi. Et tu as cette douceur et cette tendresse et cette fierté à l'intérieur de toi, en fait, d'avoir été, de t'être impliqué dans les rôles. Tu prends pas, mais si tu vas, tu vas. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment les clés. Si on doit faire les différentes choses, c'est les premières choses, c'est de piger que j'étais coincé dans un personnage. Deuxième étape, c'était d'aimer, de l'incarner d'une manière aimante et volontaire, ce personnage, pour ensuite partir à l'aventure de la liberté. Donc, ce serait la troisième étape. Et ce qui m'a permis de rentrer dans la liberté, ça a été la contrainte des rôles. Et à l'époque, j'étais comme toi, je voulais faire du stand-up, un one-man show. Donc, je connais quelqu'un qui est metteur en scène. Je lui dis, viens et tout, et puis on discute. Et je lui dis, tu sais, moi j'ai une espèce de peur, en fait, c'est le théâtre d'improvisation et d'improviser comme ça devant des gens, etc. Et je dis, oui, mais comme beaucoup de gens d'ailleurs, il me dit, en fait, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on donne une contrainte à la personne. On lui donne une contrainte, on lui dit, bon, t'as 90 ans, tu viens d'avoir un AVC, t'as un œil crevé, et en fait, t'es obsédé par tes petites nièces. Voilà. Et tu vas jouer ça. Mais maintenant, tu joues comme tu veux, tu improvises. Mais la contrainte donne, en fait, la liberté. Et moi, ça a été vraiment ce truc. J'étais un type qui était épris de liberté, mais de manière non pas sensée, mais plus de manière rebelle. C'est-à-dire, j'étais
en opposition à beaucoup de choses. Et là, en fait, j'ai redécouvert que la contrainte du rôle, en fait, tu as la liberté de le jouer comme tu veux, parce que c'est toi qui te dis quel père je veux être, quel fils je veux être, quel frère je veux être. Et là, en fait, tu te donnes, tu t'amuses, quoi. Ça y est, c'est parti. Et tu vas chercher en toi des qualités que tu n'imaginais pas et que tu découvres, et tu vas les chercher parce que tu en as besoin dans le rôle. Super explication. Il y a ce que ça ferait retraduit par mes soins, ce serait en fait, le personnage, c'est vouloir contrôler soi-même la teinte qu'on a, j'ai l'impression. Oui, Il y a un oui, truc oui, comme oui, ça. oui, bien sûr. Et bien sûr. accepter qu'on en a déjà une, c'est pouvoir adhérer à n'importe quel rôle qui nous plaît Oui. dans l'énoncé, qui nous semble important, Oui. et être sûr que notre couleur y sera. Par définition. Si en fait on s'investit totalement, on donne le meilleur de soi-même, sans juste parce que en fait on est le serviteur du rôle, Mmh. hein, et à ce moment-là notre singularité va apparaître. Il faut savoir que le personnage c'est du business, hein, c'est ce que j'appelle manger sur la bête. Voilà, on va se servir des situations en fait pour gagner, pour prendre, tu vois. Le rôle, en fait, on est au service d'eux. Et en fait, c'est le fait de rentrer, de servir le rôle, mais la récompense, c'est le fait qu'on se découvre soi. C'est ça la différence. En fait, la récompense est dans le don. Tout à fait. Voilà. Et c'est très intime. C'est très, très intime. Quand tu bosses tes rôles, en fait, tu sais que c'est très intime parce que tu as besoin d'en parler à personne. Tu sais que c'est égotique quand tu as besoin que ça se sache. Mais quand tu bosses tes rôles, tu es là, tu dis, mais oui, quel père, quel frère, quel fils, quel voisin. Je me suis posé aussi la question, quel voisin j'ai envie d'être. J'habite dans un petit village à la campagne, quel voisin, comment je vais rentrer dans mon rôle. Et ça, c'est vraiment fantastique. Ouais. Une des dernières questions que je te poserai avant d'inviter Gaëtan à prendre la suite, ce serait, c'est quoi pour toi l'altérité? Moi, je pars du principe que tout ce qui est en dehors de moi, c'est la nature qui s'en charge. Ok. Tout ce qui est à l'intérieur de moi, c'est à moi de m'en charger. Mais c'est ma rencontre avec la nature qui fait ça aussi. Donc, l'autre, il a sa vie, machin. Enfin, moi, ça me... à la rigueur, je lui dirais, le truc, ça me regarde pas. Okay. Ça peut me toucher, ça peut me peiner, mais moi, dans mon modèle du monde, je dois trouver mon bonheur sans rien changer dehors. Voilà. Donc, je ne suis pas dans la revendication. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais je dis, OK, c'est comme ça. Le monde dehors, il est comme ça. Je dois trouver mon bonheur, en fait, sans vraiment, pour moi, c'est avec ce qu'il y a, comme c'est. Et des fois, bien évidemment, j'ai des trucs où je dis, ça m'emmerde, des trucs comme ça. Mais au final, je vais bosser mon sujet pour que, voilà. Donc, l'altérité, je sais pas, c'est dehors, en fait. C'est plus moi, hein. Voilà. C'est votre affaire, c'est pas la mienne. Je peux contribuer, je vais contribuer. Je peux pas contribuer, je vais pas contribuer. Est-ce que c'est dans mon rôle, pas dans mon rôle, j'en sais rien. Mais a priori, c'est dehors. Voilà. Je pense que la meilleure manière de prendre soin de tout ce qu'il y a dehors, c'est de m'occuper de ce qu'il y a dedans. Et si on doit montrer, je sais pas, un exemple ou je sais pas quoi, bosse ton sujet dehors. C'est très intime. Et je pense que si ces deux mondes qui de toute façon se rejoignent, si je prends soin de mon monde du dedans, je pense qu'il n'y a rien de meilleur pour dehors. Voilà. Merci. OK. J'ai expliqué tes casquettes, mais Ouais. j'ai pas précisé que tu avais un institut. Ouais. Et si tu veux en parler, voilà, ce serait le moment de nous dire où il se situe, qu'est-ce que tu y fais, comment ça se, voilà, Carrément. comment on trouve ça. Carrément. Donc j'ai un institut, ça s'appelle Daniel Morel Institut. Ça se trouve à Paillac, à côté de la Gacilly, dans le Morbihan, voilà. Et donc là, je reçois là-bas, dans mon institut, des gens pour faire le cursus complet de PNL, voilà, parce que je suis enseignant certifié, donc ce qui me donne la compétence en fait d'accompagner les gens jusqu'au maître praticien. Et je fais aussi des formations énéagramme. Voilà, donc là, après, il n'y a pas de cursus, hein, je fais que 3 jours. C'est assez percutant, mais je ne veux pas aller plus loin pour ne pas rentrer dans la complexité. Après, il y a de très bons bouquins, mais voilà. Donc, des formations à l'énéagramme.
Et puis, là, avec tout ce qui a été un petit peu Covid, j'en ai fait moins, mais je fais beaucoup d'apéros conférences aussi. Donc voilà, c'est à la fois la culture de l'apéro et en même temps, voilà, c'est la connaissance et tout ça. Donc c'est mes deux ailes, hein, donc faire la fête, le 7, et le 5, qui sont les deux chiffres à côté du 6, le savoir et la fête. Donc voilà. Et donc aussi, je fais des conférences aussi en France, et puis voilà, de manière aussi internationale, parce que je suis en Belgique dans pas longtemps. Donc il y a, je dirais, tout ça est en train de continuer de se diffuser. J'interviens aussi dans des entreprises, dans des structures pas mal, sur des sujets qui sont souvent liés en fait au changement et l'accompagnement au changement. Je dirais à peu près sous toutes ses formes, mais en prenant, en sortant peut-être un peu de la niaiserie habituelle, je dirais, du management bienveillant, machin, etc. Je préfère qu'on se dise les choses. Tu sais, le mot bienveillant, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère être tranchant et enveloppant plutôt que cette notion de bienveillance qui, malheureusement, pour moi, la bienveillance, c'est être tranchant et enveloppant. Mais on est beaucoup trop complaisant, en fait, hein, pour rester dans ce petit monde aseptisé du développement personnel. Donc, si vous venez en formation chez moi, c'est moi que vous rencontrez, parce que j'anime la totalité des formations. Donc, c'est une rencontre avec une technique, hein, le PNL, l'énéagramme, etc., et avec une personne qui l'anime et qui assume son angle dans la manière d'enseigner, dans sa manière de transmettre et dans la manière d'être à la fois aimant, ayant peut-être de l'humour sur soi et de l'humour sur notre propre condition humaine, et aussi l'humilité, c'est-à-dire sortir un petit peu de l'orgueil, du côté trop équipant par rapport au côté dépouillant, quoi. Donc, il faut à un moment donné qu'on regarde les choses en face. Donc, j'ai l'habitude de dire ce que j'ai à dire. Les gens qui ne veulent que apprendre, il y a d'excellents centres de formation au PNL, à la fois à Nantes, à Rennes et à Vannes. Et donc là, en fait, ils vont vraiment s'éclater. Puis il y a de très bons bouquins. Mais si c'est pour rencontrer quelqu'un qui a un parcours à la fois de réussite par rapport aux outils et d'échec en même temps, et qui a su passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de l'échec à la réussite, dans ce domaine-là, parce que en fait, j'ai fait, je crois, comme un petit travail sur moi. Alors, ils sont au bon endroit, et j'aime bien dire cette petite phrase: si on veut que Cyrano soit bon, il faut que Depardieu progresse. Voilà. C'est une des raisons. Bah oui. Et donc, on sent que de toute façon, on a un bon aperçu de ta couleur un peu volcanique et virevoltante. Voilà, c'est vivant, chaleureuse, c'est vivant. Humaine. Ouais. Et pour ça, c'est chouette parce que du coup, on sait qu'on retrouvera cette couleur avec. Ouais, c'est la même. Avec différentes façons de la prodiguer. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure séance individuelle, formation, conférence, apéro. Enfin, il y a plein de manières de oui, il y a différentes manières de se rencontrer, de décliner ça. Oui, je crois que l'avenir sera dans la variété, et non pas dans la conformité. J'entends. Est-ce que tu as, par rapport au sujet qu'on a abordé ce soir, des livres ou des films qui te viendraient en te disant: «Tiens, ce qu'on vient d'échanger, ça me fait penser à tel bouquin, tel livre, tel film»? Ouais. Dans les livres, je repensais hier soir à Into the Wild, par rapport au fait de ne pas être accueilli, et que c'est dramatique, voilà, et que je repense à ce père qui, à la fin du film, tombe à genoux au milieu d'une rue et prend conscience, en fait, de tout son orgueil, et que ça lui coûte beaucoup trop cher. Et donc, je pense que la prise de conscience n'est pas un long fleuve tranquille, et il faut aller voir des choses qui viennent nous percuter. Je pense à la nécessité, au recadrage peut-être de tous les gens qui pensent que l'ego c'est de la merde. Eh bien, ils regardent le film Powder d'un enfant qui naît sans ego, et de voir ce qui lui arrive. C'est un beau film qui, moi, m'a beaucoup touché. Dans les livres qui m'ont percuté, le premier, c'est le Virage de
du docteur Wayne. Ça, c'est le premier truc où j'ai compris, en fait, dans quelle merde j'étais. Et c'est sur l'ego. Ah, voilà, c'est clair, net et précis. Après, Le bug humain m'a beaucoup interpellé. C'est un livre aussi. La confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin m'a beaucoup touché. Les lois de la nature humaine de Robert Greene, que je trouve très inspirant, très structurant. Voilà. C'est super déjà, ça fait pas mal de choses avec lesquelles jongler. Moi, ça m'a beaucoup structuré. C'est des livres que je lis et relis. Et je ne lis jamais le même parce que je n'ai pas la même compréhension, je ne suis pas le même. Je crois dans le fait qu'il ne faut pas lire beaucoup de livres, mais il faut les lire. Moi, je peux les lire 10 fois, 20 fois, parce que l'auteur a pris le temps. Quand je trouve que c'est un bon livre, il faut approfondir plutôt que il faut que ça vienne nous chercher à l'intérieur. Voilà. Faut bosser, faut s'investir. C'est un vrai boulot en fait. Hein. C'est pas une détente. Le développement personnel, souvent quand les gens viennent en formation à Paillac, je leur dis bon, c'est aussi du développement personnel. C'est pas ça va pas être simple en fait. C'est pas facile. C'est pas du plaisir. Je dis, si vous voulez au spa, vous descendez à Carnac et là-bas vous allez voir il y a des très bons bains de mer. Mais ici c'est un peu raide parce que ça vient nous chatouiller. Mais je le répète aussi, à savoir, je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous voulez rester vous-même, rester centré, quelles que soient les personnes et les situations rencontrées. Alors ça, si vous pensez que ça va se faire simplement en se mettant dans un bain d'algues, c'est pas le cas. Il faut se confronter et travailler en fait notre capacité à gagner du terrain sur des situations qui sont de plus en plus complexes. C'est la loi de l'hormèse. Hein. Pour ceux qui connaissent la loi de l'hormèse, on le fait intellectuellement, émotionnellement et physiquement, c'est-à-dire la capacité de s'adapter à des situations qui sont de plus en plus extrêmes. Et on parle de livres, et toi, tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais en train d'en écrire un. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Alors, en fait, c'est sur tout ce qu'on a dit. C'est sur tout ce qu'on a dit. C'est un travail que j'ai commencé avec quelqu'un qui est plutôt très connu, mais dont pour l'instant je ne parlerai pas. J'attendrai qu'on ait fini le travail, et qui a écrit pas mal de bouquins et qui m'avait remarqué et qui est venu à ma rencontre et qui m'a dit, écoute, ça vaut le coup vraiment de mettre ça dans un livre. Alors, tout ce qui a été Covid a vraiment foutu tout ça en l'air, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en fait, ça sert à rien de finir le livre maintenant, parce qu'avec les confinements, les gens ont écrit, et en fait, les maisons d'édition sont totalement saturées. Et donc, il est très difficile, sauf si tu appelles Laurent Gounel ou des gens comme ça, voilà, d'être pris, même s'il y a 3 maisons d'édition qui ont donné leur accord sur le projet. Sur le projet et même sur la trame. Super. Donc oui, c'est un sujet qui est intéressant. Donc ça en cours, ça viendra bientôt, mais avec ces embouteillages, on sait pas. Puis je suis pas toujours discipliné, voilà. Okay. Donc je ne suis pas celui qui se lève à 4h du matin et qui regarde son chat pendant que le café fume et qui écrit pendant 3 heures avec une rigueur métrométrique, métronomique. Voilà. Donc non, là-dessus, je sais pas. C'est en cours. Ok, super. Voilà. Et je vais laisser maintenant la place à Gaëtan, oui, qui a pris des notes pendant notre échange, oui, qui va avoir quelques questions, quelques remarques de sa couleur à lui sur notre échange à chaud. D'accord. Donc je te laisse entre ses mains. D'accord. Et puis je reviendrai tout à l'heure pour te saluer. D'accord. Super. Merci Daniel. Avec plaisir. Merci à toi. C'était vraiment top. J'ai beaucoup de plaisir à pouvoir être témoin de ces interviews que met en place Mathieu, parce qu'il y a très souvent quand même un effet miroir qui est très agréable. Et le fait, je me dis, de pouvoir proposer ces interviews que l'on fait justement à des gens qui regarderaient ça sur les réseaux sociaux, c'est dans l'espoir qu'eux aussi aient cet effet miroir pour eux. Et voilà, je trouve que l'interview permet ça. Alors, ce tête-à-tête que tu as évoqué tout à l'heure, avec le côté parfois plaisir de retrouver quelqu'un qui pense comme nous, ou bien qui joue avec les concepts comme nous. Oui, je vois le principe du sonar, en fait. Et c'est vrai que je sais que quand je suis derrière, là, je suis à écouter justement si l'invité est cohérent dans ce qu'il dit. C'est une sorte de réflexe que j'ai depuis que je suis à l'école.
Ce qui casse les pieds justement de celui qui est incohérent parce que je dis mais pourquoi Et là je t'ai trouvé extrêmement cohérent, ce qui m'a du coup beaucoup touché. Et au-delà de ce qui m'a touché chez toi, c'est ta capacité à avoir pris beaucoup de recul et avoir effectivement cette humilité et cette honnêteté, parce qu'au-delà de l'humilité, je pense pas que le mot honnêteté tu l'aies utilisé, mais cette honnêteté à parler de toi, tel que tu t'es vu, tel que tu as agi, tel qu'on t'a fait des retours, même si c'est pas valorisant pour ton personnage ou ta légende personnelle. Ouais, c'est ça. Et ce recul-là, je trouve ça très précieux, et c'est peut-être ça que j'appellerais de la sagesse derrière. Ok, cool, je prends. Bah écoute, ce monde est fou, j'ai noté ça. Ce monde est fou, réussir à trouver sa place. J'ai aussi vu la notion de recette, que tu aimes bien casser les recettes, parce que quand tu casses les recettes, ça te permet du coup, en connaissant plutôt la méthode, même s'il manque un ingrédient, de pouvoir toujours arriver à quelque chose. Ouais. Donc le cassage de recettes, le fait de ne pas appliquer de façon bornée les choses, et donc du coup d'avoir ce côté intellectuel, il sert à quelque chose. Du coup ton intelligence là n'est pas reniée, n'est pas bafouée. J'ai bien aimé aussi, et c'est vrai que ça m'a parlé, le côté non pas rendre les humains des machines, ni humaniser les machines. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu disais, on essaie de plus en plus de rendre les humains comme des machines et d'humaniser des machines. Et c'est ce qu'on a vu depuis 2 ans, où on commence à avoir un robot qui fonctionne comme l'humain, qui marche comme l'humain. Ah oui, la voiture qui conduit, qui te parle, qui double. Tu étais là. Et pendant ce temps-là, nous, on nous demande d'avoir des choses très rationnelles, des tâches très morcelées. C'est vrai qu'il y a ce double effet. Tu vois bien que des fois, tu es sur un ordinateur et sur un site, et en fait, l'ordinateur te demande si tu n'es pas un robot. Oui, faut cocher, effectivement. C'est quand même insultant. Cocher là. Ah, tu te dis, bah merde, on est où là? C'est vrai. J'ai retenu le mot lascar aussi, mais Lascar, avec beaucoup de tendresse. Ouais, j'aime bien le côté lascar. Ton côté lascar. Tout comme ce soir, finalement, on a reçu Daniel et Bernardo. Oui. Toi et ton inconscient, c'est ce que j'ai noté aussi. J'ai ressenti que tu aimais construire, que tu avais vraiment le goût de construire. Puis à un moment donné, tu as dit aussi, régulièrement dans ma vie, j'ai tout cassé. Mais finalement, pour pouvoir reconstruire, tout casser, c'est pas non plus déconnant. Pourquoi les gens ne tiennent pas leurs paroles? Ça, à un moment donné, ça a été fort. Et c'est vrai que ça me parle, parce que ça a été mes premières incompréhensions. Oui. Qu'est-ce que ça génère en toi, en fait, quand tu rends compte que les gens ne tiennent pas leurs paroles? Ces fameux discours là, dans les bars de fin de soirée. Ça évoque que les gens préfèrent leur confort à leur valeur. Parce qu'on va donner sa parole pour des raisons de confort. Et on la relâchera pour des raisons de confort. Alors que quand on a des valeurs, peu importe le confort. On s'engage, on le fait. Pour toi, la parole a vraiment une valeur? Ah oui, bien sûr. Je trouve que l'engagement, la main serrée, vaut beaucoup plus qu'un papier signé. Dans mon monde. Ouais, mais il y a une humanité aussi, une vraie humanité. Ah ben pour moi, la qualité de la signature est liée en fait à la qualité de l'investissement humain, c'est-à-dire à l'importance que l'autre a et à l'empathie qu'on a de la déception qu'il pourrait avoir du fait qu'on n'est pas venu sur Terre pour faire souffrir les autres comme ça. C'est pas logique. Quelque part, il t'abandonne en plus quand il ne tient pas sa parole. Oui, il t'abandonne au milieu du guet. Oui, tout ça. Donc j'aime bien le côté voilà des chevaliers, tu vois. Je préfère. Et ce que j'aime bien dans le côté justement lascar, un lascar, c'est pas une racaille. Voilà. Il y a un sale lascar, quoi. Il est en groupe, le lascar, ou... Oui, il a des copains aussi. Il a des copains. Il a des copains, ouais, il a d'autres copains lascar, ouais. Mais ils zonent ensemble. Ouais, oui, mais sur cette terre. Mais sur cette terre. Sur cette terre, bien sûr. Ils zonent ensemble sur cette terre. Oui. Dans ce monde de fous. Dans ce monde de fous, ouais. Ce monde à la hauteur des fous qui habitent cette planète, quoi. J'ai vu que tu avais vraiment un grand plaisir à créer des métaphores. Donc, un réflexe pour se faire comprendre. Et c'est vrai que de temps en temps, là où je vois peut-être l'enfant ou le Bernardo ou je ne sais qui parle derrière, c'est le plaisir d'avoir des métaphores parfois relativement incongrues. Brosser le chien, enfin voilà, tu as des expressions qui sont très imagées, surprenantes, mais justement pour réussir à être compris et à surprendre ton auditoire.
Ouais, ça me parle beaucoup, en tout cas, ce besoin de métaphore, mais pour ce besoin de compréhension que je connais, moi aussi. Et l'omniprésence de l'humour. Voilà, le goût de l'humour, se décentrer et de ne pas psychoter, Ouais, ce que tu as évoqué aussi. absolument. Oui, oui. Il y a un mot qui est revenu beaucoup, c'est le mot aventure. Aller à l'aventure, se placer en rebelle pour exister, ne pas aller dans ses automatismes et accepter d'évoluer et de partir à l'aventure. Oui. Et bah, c'est un beau L'aventure, thème. dans mon monde, la définition de l'aventure, elle est simple. L'aventure, c'est de ne pas vouloir contrôler. C'est tout. La vie est une aventure. Sans pour autant laisser aller. Oui, non, J'ai non, entendu qu'il y non, avait non, une énergie quand même derrière. C'est pas Ah une oui, passivité. non, 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 non. En fait, c'est de ne pas contrôler et c'est de vivre ce qui est. Voilà. Et on revient au temps présent. Et parce que si on parle d'aventure, moi, je suis pas un aventurier autrement. Mais je connais plein de gens qui partent à l'aventure, c'est-à-dire en voyage, par exemple, avec le besoin de tout contrôler. Mais on peut rester chez soi, et en fait, si on ne contrôle rien, c'est une aventure. Mais est-ce qu'ils se rencontrent en allant à l'étranger? Oh, bah, ils Pas pour rencontrent autant. leurs habitudes. Ouais, c'est ça. Je Toi, tu C'est cherches tout. peut-être sans aller très loin, te rencontrer toi et rencontrer je suis tes pas sans contre abri. l'idée de me reposer dans les habitudes, mais j'aime bien l'idée de laisser faire les choses et que les choses se fassent. Voilà, il y a un ordre du monde. J'ai senti que tu aimais beaucoup ton enfant intérieur, mais ce que je trouve une bonne voie de guérison. Oui, Tu parles de petit con, l'enfant intérieur oui. que tu as appris à aimer sans aucun doute. Oui, 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 c'est net. Est-ce que tu l'aimais de tout temps ou ça a été un apprentissage d'aimer cet enfant intérieur? Bon, ça ne rentrait pas en ligne de compte à une époque. Ouais, il n'existait pas en fait. Oui, non, non, j'étais assez dans l'instant présent. Non, cette notion d'enfant intérieur, non, je gérais les affaires courantes. T'étais un bonhomme, Ouais. t'étais un homme en fait. Tu gérais les affaires courantes. Oui, j'essayais de gérer tant bien que mal les affaires courantes. J'étais pas avec beaucoup de gloire. Mais du coup, il n'y avait pas le recul non plus. Non, il n'y avait pas de question qui se posait. Il n'y a pas de discernement. Donc, c'est de la gestion. Hein. Quand tu fais de la gestion, tu fais de la gestion. Mm. Et là, il n'y a pas de joie dans la gestion. Non. Donc, tu as évoqué le développement personnel. Ouais. Et il y a un moment donné, tu évoques le développement personnel avec cette capacité, à force d'être dedans, de finir par se retrouver seul, Oui. finalement. Alors que le développement personnel, souvent, le point de départ, c'est quand même d'aller se rencontrer, mais pour sans doute aussi rencontrer les autres, Ouais. se sentir moins extraterrestre ou avoir une sorte de mode d'emploi ou de mieux-être, de moins d'anxiété. Mais si on se retrouve seul, on retrouve tous ces démons, en fait. Donc, c'est peut-être le risque. Je pense que j'étais un cas difficile pour le développement personnel et qu'aujourd'hui, peut-être qu'à une époque, le développement personnel devait sans doute apporter un peu d'humanité dans les affaires, mais les affaires ont été beaucoup trop fortes. Elles l'ont emporté. Ouais. Il y a une phrase que j'aimerais vraiment retenir, c'est « Ne t'excuse pas que ce n'est pas marché, fais-le marcher Oui. ». Moins perdre de temps à ressasser Ah ouais. ça marche pas, regarde, mais emploie ton énergie et peut-être ta colère ou ta douleur à justement maintenant repeaufiner. Fais-le et marcher. Fais-le marcher. Fais-le marcher. Baisse pas les bras. Arrête de parler. Et c'est moi qui dis ça. Oui, mais parce que tu as Oui. envie de faire quelque chose avec tes Mais, mots. bien Tu sûr, fais quelque chose de tes mots. moi, la différence a été de fermer ma gueule et de faire. J'ai noté, moi, ce que je ressentais, hein, c'est vraiment de la sincérité dans tout ce que tu as échangé. Tu veux faire de ton mieux, tu as envie d'apporter ton expérience, de donner de la confiance en tant qu'encadrant, le côté cocoon, le côté filet. Tu as évoqué ce filet de réception par rapport à la voltige qu'on pourrait essayer de faire au-dessus, voilà, en existant peut-être. Ne pas avoir trop de certitude. Et tu disais, le développement personnel, parfois, c'est trop de certitude. Fais ci, fais ça, et ça ira mieux. Or, c'est pas malheureusement si simple. Non. Non, non, quand c'est trop simple, ça marche pas. Quand c'est trop compliqué, c'est inapplicable. Ça sent le piège, oui, c'est ça. Quand c'est trop simple, ça sent le piège. Oui, non, Miroir aux alouettes. Oui. L'amour est quand même un élément et un mot qui est important dans ce que tu évoques. L'amour comme une énergie de vie et de croissance, une énergie pour évoluer. De la tendresse envers ce qu'on a été, envers ses intentions. Ça venait du cœur. Quand tu disais ton parcours, l'air de rien, ça venait du cœur, de la sincérité, de l'humilité, avoir besoin de créer du recul. Et tu évoques tes clés, mais en disant bien que ce sont tes clés. En tout cas, c'est ça qui transparaît.
À un moment donné, tu es le débunker du développement personnel. Parce que c'est le mot à la mode de débunker. Ah, débunker, je sais pas. Donc, ça serait le débunker du développement personnel. Hmm. Ce que je me suis amusé aussi à noter, on est dans une époque où l'ARS prend beaucoup d'importance, l'Agence régionale de santé. Et toi, tu nous as plutôt proposé l'ASR, donc en jouant sur les lettres, avec amour, sécurité et reconnaissance. Ah, oui. Donc l'ARS, ça serait quelque part le personnage souffrant de notre société, parce que c'est ce que tu as évoqué. Et l'ASR, ça serait plutôt justement pas le personnage souffrant, donc plutôt le personnage qui, de nouveau, serait bien dans sa société, bien avec les autres. Tu as évoqué aussi la fameuse légende qui « je mérite d'avoir le droit au bonheur », qui devient presque une légende inconsciente. Oui, c'est un truc sacrément balèze. Oui. Et tu as une idée d'où viendrait cette je dois mériter, à part effectivement le côté religieux? Oui, c'est l'éducation judéo-chrétienne. Principalement, oui, il y a des pays où ça n'existe pas trop. En France, c'est très présent. Une définition des défauts. Les défauts sont des talents avec lesquels on a de mauvaises relations. Oui. C'est chouette ça comme définition. Oui, c'est bien. Oui. Nos défauts ne sont que des qualités avec lesquelles nous entretenons de très mauvaises relations. Et c'est absolument divin parce que c'est une vraie clé. Enfin, une qualité, c'est juste un savoir-faire qu'on peut utiliser à bon escient, c'est tout. C'est la notion de à bon escient, au bon moment. Voilà. Être capable de frapper quelqu'un, tu dis, ouais, c'est pas une qualité. Ben, si, c'est une qualité. Si on agresse tes enfants, tu les défends. Hein. C'est logique. Tu vois, c'est une qualité, si tu vas pas laisser faire. En tout cas, c'est ta logique. C'est ton sens des valeurs. Oui, mais comme tu as dit, tes valeurs, c'est important. Mais c'est aussi, c'est-à-dire que ce que je veux dire aussi au travers de ça, c'est qu'une qualité n'est pas un défaut parce que c'est bien ou mal. On va dire qu'une qualité, elle est juste à être utilisée en fonction des circonstances. Et je dirais, on pourrait dire que c'est un défaut à partir du moment où on ne l'utilise pas dans les bonnes circonstances. Mais ce n'est pas un défaut, c'est pas une qualité n'est pas à bannir en fait. Elle est à utiliser avec intelligence, avec discernement, c'est tout. Mais vu que ça n'a pas été accueilli dans notre enfance, on a arrangé ça dans je ne suis pas aimé avec cette qualité-là, donc je n'aime pas cette qualité-là, donc une qualité que je n'aime pas, alors je l'appelle un défaut. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et tu as évoqué un peu ce qu'on ne va pas regarder, justement, ça devient un démon. Il y a besoin à un moment donné de l'exorciser. Ah ben, de toute façon, l'environnement va se charger de nous réveiller là-dessus. Voilà. Et si nous ne prenons pas en charge consciemment nos défauts, donc nos qualités, l'inconscient va le faire, mais il le fera dans des circonstances très compliquées. Et là, ça va apparaître d'une manière non élégante. Il y a aussi autre chose que tu évoquais, je terminerai là-dessus, c'est la notion de contrainte. La contrainte, à un moment donné, va permettre de s'exprimer, ou en tout cas d'exprimer une créativité, notre créativité. Oui. Et toi, ce que je trouve par rapport à cette phrase-là, d'un point de vue incarnation, c'est certes, dans la contrainte s'exprime ta créativité, mais en plus, on voit que tu t'en amuses. Et ça, c'est chouette. Je crains pas la contrainte. Parce qu'il y a la révélation derrière. Et la révélation du soi. Et de ce qu'est l'amour, l'amitié, de ce qu'est tout ça, quoi. Tu vois, donc... L'autre fois, je me suis fait un lumbago et j'ai une de mes filles qui est venue passer toute la journée avec moi, qui a été d'une douceur et d'une tendresse incroyable. Tu te dis, ouais, c'est pas marrant, un lumbago. Je dis, c'est formidable. Voilà. Et j'ai eu beaucoup d'attention et d'intention. Voilà. Et tu te dis, bah, c'est vrai que ça fait mal, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, j'étais assez content de mon truc, ma petite histoire. Là. Ouais, tu as su regarder avec des lunettes différentes quelque chose qui t'arrivait, à en tirer les bonnes choses. Il y a toujours. En fait, un événement, il est porteur d'avantages et d'inconvénients. Alors après, les optimistes regarderont les avantages, etc. Et en fait, c'est comme la notion de bonne ou de mauvaise nouvelle. On dit ça dans la famille, on dit il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, il n'y a que des nouvelles. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne nouvelle? C'est quand les avantages arrivent avant les inconvénients. Qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise nouvelle? C'est quand les inconvénients arrivent avant les avantages. Mais en fait, si tu regardes tout, en fait, tout s'équilibre avec le temps. Autant d'avantages que d'inconvénients. Et tu dirais que le temps t'a appris à le voir? C'est ça qui t'a appris? Les années enseignent ce que les jours ne voient pas. Je te remercie pour cette conclusion. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Avec grand plaisir. Je vais laisser la place à Mathieu pour conclure l'émission.
Merci beaucoup Daniel pour cet échange humain, riche, Ouais. passionnant. J'étais sensible au fait qu'on puisse le faire en réel comme ça, j'ai trouvé ça super. Donc bah voilà, une formule à remettre si jamais on a l'occasion et si on a l'élan de le faire tous les deux. Carrément. Et puis bah maintenant, j'aimerais aussi remercier Gaëtan qui a été à la technique durant tout le long, qui a donné son point de vue subjectif, qui est mon allié indéfectible au niveau de technique, au niveau des idées, du ping-pong, etc. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux réagir en commentaire, laisser tes questions, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!